minutes, 1 minute, 30 secondes. Certains étudiants m'ont dit qu'en regardant le lancement, l'amarrage, la séparation, le retour, ça ressemblait à un blockbuster. En fait, les gens ne savent pas qu'en coulisses, il y a les efforts de beaucoup de professionnels de l'aérospatiale qui assurent le succès du processus. Les astronautes nous ont confié leur vie. Nous traitons chacune de nos missions comme si l'on marchait sur la glace, comme si on était sur le fil du rasoir. Vous pourriez penser que nous sommes un groupe de vieux ingénieurs rompus aux vols spatiaux habités. En fait, l'âge moyen de nos ingénieurs clés est de seulement 34 ans. Je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Déménager sa maison dans l'espace. L'invité du jour, Yang Hong, concepteur en chef du système de la Station spatiale, 5e institut de China, Aerospace Science and Technology Corporation. Bonjour à tous, bienvenue, vous regardez Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je m'appelle Sabéline, soyez les bienvenus. Hier j'ai vu une info, je ne sais pas si vous y avez fait attention. D'après les statistiques, la croissance démographique des grandes villes chinoises, comme Beijing, Shanghai, Guangzhou, a atteint un tournant. La population commence à se stabiliser et même dans certaines grandes villes, la population a connu une croissance négative. Alors pourquoi? Eh bien les jeunes ne supportent plus la pression des grandes villes. Par exemple, dans les métropoles chinoises, les logements sont très chers. Comment pouvons-nous donc régler les problèmes liés à l'urbanisation et à la croissance démographique? Aujourd'hui, nous avons invité quelqu'un qui va partager ses idées, son mode de pensée, ses réponses aux questions sur l'avenir. Je vous demande d'applaudir Yang Hong, notre invité d'aujourd'hui, il est concepteur en chef du système de la station spatiale du département des vols spatiaux habités du 5e institut du China Aerospace Science and Technology Corporation. Soyez le bienvenu. Bonjour monsieur le concepteur en chef. Bonjour monsieur Sa. Oui. On se rencontre de nouveau. Merci à tous, merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. On dit qu'on se rencontre de nouveau parce que... Il y a 15 ans. Parce qu'en 1999, nous nous sommes rencontrés. À la soirée du 80e anniversaire de la Ligue de la jeunesse du Parti communiste chinois. On s'est rencontrés à la soirée du 80e anniversaire de la Ligue de la jeunesse du Parti communiste chinois. Je l'avais interviewé brièvement sur scène en tant qu'animateur. On s'est dit quelques mots sur scène. Oui. Vous n'avez pas changé, hein? Ah, vous plaisantez. J'ai l'impression que vous avez pris du poids. Je dois perdre quelques kilos. Vous êtes vraiment occupé. Et ces jours-ci doivent être la période la plus intense. C'est une période intense, en effet. Au cours du deuxième semestre 2016, le lancement du laboratoire spatial Tiangong 2 et du vaisseau spatial Shenzhou 11 et lors de la première moitié de l'année 2017, le lancement du vaisseau cargo spatial Tianzhou. Nous développons maintenant la station spatiale. Maintenant, vous comprenez ce que fait Monsieur Yang, non? Monsieur Yang est le promoteur immobilier le plus cool de l'histoire. Par exemple, quelle est la superficie de Tiangong 2? 15 mètres cubes. Vous calculez le volume? Au sol, on calcule la superficie. D'accord. Dans l'espace, la sphère des activités est en fait un hexaèdre. Donc 15 mètres cubes, c'est le volume utilisable par les astronautes? Oui. Alors imaginez, les astronautes sont les habitants les plus heureux du monde. Nous voulons tous un logement avec une belle vue, non? Eh bien, les astronautes ont toute la planète à admirer. En plus, nous voulons tous une faible densité de population. Et pour eux, eh bien, elle est très faible. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si ma métaphore est exacte, mais vous êtes un peu comme un promoteur immobilier qui crée un espace de travail et d'habitation dans l'espace pour les astronautes. C'est ça, non? Votre métaphore est bonne. Vraiment? Oui, nous déménageons depuis la Terre vers l'espace une maison et un laboratoire aussi. Mais cependant, Monsieur Yang est différent des promoteurs ordinaires. Les promoteurs et les constructeurs ordinaires ne font que construire sur un terrain. Vous êtes responsable de la construction d'un bâtiment et de son acheminement à plus de 300 km d'altitude. Vous imaginez un peu? Réalisez un peu la difficulté de tout ce travail d'ingénierie système et aussi à la pression que doivent supporter Monsieur Yang et son équipe.
Aujourd'hui, je voudrais dire que M. Yang est différent des autres professionnels de l'aérospatiale que nous avons invités. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, la fusée Longue Marchette a été lancée avec succès. Oui, après le lancement, des héros méconnus sont venus ici et ils se disaient soulagés. Oui. Parce que le lancement avait réussi et c'est une référence importante. Mais aujourd'hui, M. Yang est devant vous, avec son esprit toujours attaché à la base de lancement de Jiuquan, car là-bas il y a son équipe et la concrétisation de leur travail. Tiangong 2, qui sera bientôt lancé dans l'espace. Donc maintenant, je vous invite, avec les plus chaleureux applaudissements, à souhaiter à M. Yang et ses collègues d'obtenir un franc succès dans un proche avenir, après toutes ces années d'efforts, un succès dont on sera tous témoins. Merci. Allez, maintenant je vous passe la parole. C'est à vous, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, mes jeunes amis. Je suis un concepteur et ingénieur spatial du 5e Institut de China Aerospace Science and Technology Corporation. L'équipe de Magistral m'a invité à faire un discours et franchement, je suis un peu nerveux car je ne sais pas trop quoi dire. Vous savez que le programme aérospatial est un projet collectif, le fruit de la sagesse collective. Donc je voulais vous raconter l'histoire de notre équipe, celle de Shenzhou, et j'espère que cela vous plaira. Le vol spatial habité pourrait paraître mystérieux aux yeux de beaucoup de personnes. Les gens se font des idées sur qui nous sommes, les ingénieurs engagés dans le domaine des vols spatiaux habités. Ils imaginent un groupe de vieillards à la barbe et aux cheveux blancs qui, chaque jour, travaillent dans un laboratoire de pointe vêtu de blouses blanches. En fait, notre équipe est très jeune. L'âge moyen de nos ingénieurs clés est de seulement 34 ans. Et voici notre équipe. La navette spatiale habitée est une entreprise à haut risque et c'est notre responsabilité d'assurer la sécurité des astronautes. Donc, la qualité de l'engin spatial est vitale. Je voudrais vous raconter une histoire personnelle. C'était en 2001. Le vaisseau spatial Shenzhou 3 était entré sur la base de lancement de Jiuquan et le troisième vol test était en préparation. Le troisième jour après l'entrée sur le site de lancement, au cours du test d'isolement et de transmission des signaux de l'engin spatial, nous avons constaté qu'il y avait un problème dans un connecteur. Et quel était ce connecteur? Eh bien, il servait à transmettre les signaux entre la cabine et l'extérieur. Il devait envoyer les signaux de commande du vaisseau spatial ainsi que l'énergie. Nous avions prévu un système de secours. Si ce point bloquait, nous pouvions garantir la transmission des signaux par la solution de secours. Mais le fort sentiment de garantie de qualité exigeait de nous de trouver la cause de cette panne. Nous avons démonté ce connecteur et nous l'avons envoyé à Beijing, au centre d'analyse des composants défaillants. Après démontage et analyse pour décrypter la cause de cette défaillance, le résultat nous a surpris. Ce connecteur avait un défaut structurel fatal du point de vue de la conception même. Combien de connecteurs de ce type étaient utilisés dans notre vaisseau spatial? 77. La modification de la conception de ce connecteur a pris 3 mois. Allait-on attendre 3 mois de plus ou bien lancer le vaisseau avec un danger potentiel? Au final, la décision a été de ne pas effectuer le lancement avec un défaut pareil. Il a donc fallu que tous les professionnels venus sur la base pour le lancement retournent à leurs postes respectifs pour effectuer un réexamen de qualité
et une rectification de grande envergure. Ce fut le premier appel à grande échelle dans l'histoire chinoise de la navette spatiale habitée. Ce rappel ressemble à un retrait des soldats sur le front sans avoir lancé l'attaque finale. C'était une défaite. Un coup vraiment brutal pour notre équipe. De retour à Beijing, nous avons entamé un réexamen de qualité de grande échelle, dont le résultat nous a surpris de nouveau. En fait, cette panne avait eu lieu 6 mois avant, durant le test à la sortie d'usine à Beijing. À ce moment-là, nous avions abordé le problème ainsi. Un jeune concepteur, ayant constaté qu'un connecteur était défectueux, l'a enlevé, l'a rangé dans un placard et l'a remplacé par un neuf. Le problème était résolu. Si nous avions envoyé le connecteur pour analyse afin de comprendre la cause du problème, nous n'aurions pas apporté le problème sur la base de lancement. Et si nous n'avions pas détecté le problème sur la base, le problème aurait voyagé jusque dans l'espace. Si une telle panne avait eu lieu dans l'espace, cela aurait pu entraîner la perte du vaisseau spatial et aussi de vies humaines. Cette leçon est si amère que nous avons tous été punis. Et c'est moi qui fus le plus sévèrement puni. J'ai été privé de 100% de mon salaire. Mon poste a été suspendu et j'ai dû participer à une étude de rectification. J'étais presque mis à pied. Mais nous n'avons pas puni notre jeune concepteur. Et pourquoi? Parce que j'étais son directeur de la conception, son supérieur, et je devais assumer mes responsabilités. Certains étudiants m'ont dit qu'en regardant le lancement, l'insertion en orbite, l'amarrage, la séparation, le retour, l'ouverture du parachute et l'atterrissage, tout ça ressemblait à un blockbuster. En fait, les gens ne savent pas qu'en coulisses, il y a les efforts d'innombrables professionnels de l'aérospatiale qui garantissent le succès du processus, qui se dévouent à la cause dans l'obscurité. La navette spatiale habitée est une ingénierie système. Cette ingénierie système est comme une machine gigantesque et complexe. Chaque membre de notre équipe est soit une vis, soit un engrenage, soit une courroie. Il faut que le travail de chacun soit bien fait pour que cette énorme machine puisse fonctionner correctement. La qualité de notre travail est comme un seau. Et nous connaissons tous la loi de Liebig sur le minimum. C'est la douelle la plus courte qui détermine le niveau d'eau. En tant que concepteur en chef, l'un de mes devoirs est de trouver la douelle la plus courte. Nous devons prendre des mesures pour réduire les risques à un niveau acceptable, de sorte que le succès soit certain. Par conséquent, on peut dire que la qualité de l'engin spatial habité est garantie par les gens. Donc ces héros anonymes qui travaillent en coulisses méritent d'être mieux connus du public. En parlant de héros, je voudrais vous parler de l'héroïque taïkonaute Yang Liwei. Tout le monde le connaît. C'est le premier Chinois à être allé dans l'espace. Il y a une scène, et je m'en souviens encore très bien, c'était le 15 octobre 2003 à 9 h du matin. Shenzhou 5 était dressé le long de la tour de lancement, prête à décoller. Le commandant a lancé le compte à rebours et a commencé à dire 5, 4, 3, 2, 1, décollage. À ce moment-là,
Yang Liwei a salué militairement toute la base au travers de la caméra. Tout le monde dans la salle de commandement l'a salué en retour avec des applaudissements chaleureux. Et beaucoup ont pleuré aussi. J'étais saisi d'une admiration profonde. Comment notre astronaute pouvait être si calme et si imperturbable avant le lancement? À la suite de ce vol couronné de succès, Yang Liwei m'a parlé de la confiance qu'il avait. Yang Liwei m'a dit que cette confiance avait deux sources. D'abord, son entraînement. Il pensait pouvoir affronter calmement toutes sortes de pannes et de dangers. Deuxièmement, il faisait confiance au concepteur de l'aérospatiale. Il était sûr que notre vaisseau pourrait assurer sa sécurité. En même temps, il m'a raconté une blague. Quand il est entré dans le vaisseau spatial, dans la capsule de retour, assis sur le siège, voyant que nous fermions la porte de la capsule ainsi que celle du module orbital, il s'est dit que cette fois, il ne pouvait pas faire autrement que de nous faire confiance. En fait, ce n'était qu'une plaisanterie, mais cela nous a quand même bouleversés. Les astronautes nous confient leur vie. Donc, nous n'avons aucune raison de ne pas bien faire notre travail. L'ancien concepteur en chef, l'académicien T. Fagen, nous a dit « Mettez-vous à la place d'un astronaute et demandez-vous si vous oseriez vous asseoir dans le vaisseau spatial de votre propre conception. » Ça résume bien notre travail. En septembre 1992, le comité central du PCC a pris la décision de mettre en œuvre le projet de vols spatiaux habités et a avancé une stratégie de développement en 3 étapes. La 3e étape consiste à construire la station spatiale chinoise. Comme nous le savons tous, la Station spatiale internationale a exclu la Chine. Pour simplifier, on ne veut pas jouer avec nous. Alors comment faire? Eh bien, faisons-la nous-mêmes. Depuis que nous avons annoncé le projet de station spatiale chinoise, certaines agences spatiales étrangères prennent l'initiative de coopérer avec nous. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Lors de négociations sur les normes, certains pays ont dit que ceux qui voulaient faire des expériences dans la station spatiale chinoise devaient se conformer aux normes chinoises. Et nous sommes fiers de cela. Concernant la construction de la station spatiale, nous comptons, autour de 2020, développer et lancer un module de base et 2 modules d'expérimentation, formant un T et pesant près de 100 tonnes. Au cours de l'exploitation de la station spatiale, nous effectuerons des expériences et des applications scientifiques pour répondre aux besoins du développement stratégique national. Selon les rapports étrangers, d'ici 2024, l'ISS ne sera plus en service. Et à ce moment-là, la station spatiale chinoise pourrait être la seule station spatiale de l'humanité dans l'espace. Les astronautes et nos scientifiques chinois mèneront un grand nombre d'expériences dans notre station. Ces expériences scientifiques se banaliseront. Nous établirons une base solide pour l'utilisation pacifique de l'espace et le développement pacifique des ressources spatiales par la Chine. Nous marchons maintenant sur le long chemin du développement de la navette spatiale habitée. Nous n'avons aucune raison de ralentir, car nous savons que nous sommes loin du niveau des puissances aérospatiales mondiales et qu'il existe encore un grand écart. À l'avenir, nous dirigerons nos pas vers la navette spatiale habitée. Les difficultés, la pression, les défis et les risques nous attendent.
À cet égard, nous restons sobres. On travaille plus qu'on parle. Et on ne dit même rien. Nous traitons chacune de nos missions comme si l'on marchait sur la glace, comme si on était sur le fil du rasoir. En matière d'exploration spatiale, nous sommes toujours sur la route. Mais je suis convaincu que, bien que le voyage soit long, on y arrivera. Merci à tous. Merci. Bienvenue à vous tous, vous êtes dans Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour vous, les jeunes de Chine. Épongez-vous. D'accord, c'est pas grave. Asseyez-vous. En écoutant votre discours, les jeunes ont applaudi à plusieurs reprises. Merci. L'applaudissement le plus chaleureux a eu lieu après l'histoire du jeune technicien qui avait changé le connecteur sans faire un rapport du problème, ce qui a entraîné le rappel général. Rappel doit être un mot détesté par les professionnels de l'aérospatiale, non? Oui. Mais le jeune n'a pas été puni. Parmi tous, vous avez été le plus sévèrement puni. Et c'est normal. Vous avez été privé de votre rémunération. Oui. Ensuite, vous avez dit que vous deviez assumer vos responsabilités. À ce moment-là, je voyais que beaucoup de jeunes disaient « J'espère que mon patron est comme lui ». Maintenant, beaucoup de gens disent que les jeunes eux-mêmes doivent être responsables de leurs actes. Souvent, quand une erreur est commise au travail, ils sont les plus affectés. Mais vous, franchement, vous ne pensez pas que cela aurait été bon pour ce jeune homme aussi? À la suite de cet incident, nous avons revu en profondeur notre manière de travailler. En fait, à travers cet incident, comme nous l'avons tous vécu nous-mêmes, toute l'équipe, cette leçon a été inoubliable pour vraiment tout le monde. Il a retenu la leçon. Un vol spatial habité est une entreprise dont dépendent des vies humaines. Cela ne permet pas la moindre imprudence ni erreur. L'importance de la qualité est gravée dans nos consciences. Tout à l'heure, un spectateur a demandé qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune. En fait, personne ne connaît son nom. Mais je suppose qu'il ne veut plus toucher à une prise de courant pour le restant de ses jours. Cet incident a dû le marquer à vie. Au cours de votre discours, le public vous a posé beaucoup de questions sur des bouts de papier. On va regarder. D'accord. J'en ai choisi quelques-unes. Première question, comment font les membres de l'équipe de Shenzhou, dont l'âge moyen est de 34 ans, pour supporter la solitude? Nous savons, en regardant certains documentaires, que les astronautes mènent une vie isolée dans les grottes, c'est ça? Aujourd'hui, après avoir vu votre sourire, nous nous sommes rendus compte que la légende est peut-être fausse. Qu'en pensez-vous? Vous savez, notre équipe est vraiment très jeune. Alors, si on me supprime du calcul, l'âge moyen est encore plus bas. Vous portez préjudice à toute l'équipe. Oui, voilà. Ce sont tous des jeunes nés dans les années 80 ou 90. Oui, en fait, notre équipe est composée de jeunes, particulièrement adorables d'ailleurs. D'après moi, en fait, quel est le plus grand souhait de chacun? C'est de démontrer sa valeur, en espérant obtenir des succès professionnels. La vie quotidienne, les rémunérations, ce n'est pas que ces choses-là ne sont pas importantes. Mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est la cause elle-même. C'est la cause qui retient ces gens. Et je pense que les questions d'aujourd'hui sont étroitement liées. À l'instant, on demandait comment résoudre le problème de la solitude. Et maintenant, on a un autre spectateur qui propose une solution. Quelqu'un demande, est-ce que l'équipe sort ensemble pour se détendre? Est-ce qu'il y a des collègues qui se marient? On ne sort pas souvent, non. Mais dans notre équipe, Comme on travaille ensemble. des unions se sont formées entre collègues, oui. Des unions se sont formées? C'est une expression scientifique en quelque sorte. Comme si vous parliez de l'amarrage de la station spatiale. Oui, il y en a. Mais cette profession plutôt pénible est aussi assez romantique. Parfois, un garçon et une fille se trouvent ensemble, ils peuvent monter sur la Lune le lendemain. Quelle étoile veux-tu? Je vais concevoir un vaisseau spatial et je te la ramènerai. Comme c'est romantique, non?
notre travail quotidien est vraiment très intense. Très intense. On n'a pas le temps de se reposer. Beaucoup de nos jeunes n'ont pas de jours de repos, donc les moments romantiques dont vous parlez sont plutôt rares, et bien malheureusement d'ailleurs. On doit les créer soi-même. Oui, Quelle est la plus grande joie pour vous dans cette profession? chaque fois qu'on prépare une mission, les études, la conception, les préparations, les tests, le lancement, le retour jusqu'au moment de l'atterrissage des astronautes, quand ils sortent de la cabine sains et saufs, voici les moments les plus joyeux pour nous. Aujourd'hui, après votre très beau discours, en plus des spectateurs, eh bien, 6 représentants du public vont aussi vous poser des questions de leur point de vue respectif. Très bien. Allez. Bonjour monsieur le concepteur en chef, bonjour monsieur Sa. Je suis étudiant en master de l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing. Nous savons que dans le domaine aérospatial, face à des problèmes, il y a souvent 2 solutions. L'une est celle des Américains qui vantent et encouragent l'innovation. L'autre est celle des gens de l'ex-URSS qui préfèrent une solution simple, pragmatique et sûre. Il y a même une histoire à ce sujet. Pour résoudre le problème de l'écriture des astronautes, les Américains ont investi des millions de dollars et mis des années pour inventer un stylo qui écrit dans l'espace. Celui-ci, bien sûr, est un stylo ordinaire. Mais les Russes ont résolu ce problème avec un simple crayon. C'est juste une histoire qui s'est répandue sans que sa véracité ne soit confirmée. Mais cette histoire entraîne une question. Dans le travail, est-ce qu'on doit mettre l'accent sur l'innovation ou plutôt le pragmatisme et la simplicité? Merci à vous. J'ai aussi entendu parler de cette histoire, et peut-être plutôt que vous. Cette histoire parle du problème de l'instrument d'écriture des astronautes dans l'espace. Les Américains et les Soviétiques ont montré une grande différence en ce qui concerne l'idée de conception. Dans l'espace, sans gravité, l'encre ne descend pas, donc le stylo ne peut pas écrire. Oui, c'est vrai. Donc les Américains ont beaucoup dépensé et ont créé un système de contrôle de pression à un coût très élevé. Pendant l'écriture, une certaine quantité d'encre sort sans une goutte de plus ni une de moins, ce qui exige un très bon contrôle. C'est un produit de haute technologie. Et quelle fut l'idée des Soviétiques? Pas besoin de tous ces efforts, un crayon suffisait à résoudre le problème. Qu'est-ce que je pense de ces 2 idées de conception? Dans le but de l'innovation théorique et technologique, j'encourage la création de nouveaux produits avec des moyens innovateurs. C'est ainsi que la technologie avance. Mais en tant qu'ingénieur, j'adhère aussi au principe de simplicité et au principe de sûreté. En fait, utiliser du matériel existant pour accomplir une tâche de la façon la plus simple et commode, c'est aussi une sorte d'innovation, non? Il n'est pas obligatoire de créer quelque chose de nouveau que personne n'a jamais créé pour appeler ça innovation. Si avant personne n'a jamais pensé à utiliser du matériel pour une certaine fin, et que moi j'y pense, c'est en quelque sorte une innovation, non? C'est ça. Allez, au suivant. Bonjour, je m'appelle Sun Wanlu et je suis un écrivain de science-fiction. Et vous avez publié combien de livres? Aucun, je n'ai fait qu'obtenir quelques prix et mes œuvres ont été choisies dans la constitution de recueil. Ah bah quelle modestie! D'abord, je dois dire que du point de vue d'un écrivain de science-fiction, envoyer des humains dans l'espace est la plus romantique des choses. Et cette entreprise romantique est basée sur le danger. Ouais. Comme c'est très dangereux et que l'on s'inquiète de savoir si cela sera possible que dans le futur, les gens habiteront sur le long terme dans les stations spatiales. J'ai donc imaginé l'apparence des hommes du futur et j'ai fait un dessin. C'est un peu abstrait, non? Dans le futur, les hommes ressembleront à ça. Vous voyez, une grosse tête, des yeux, les 2 yeux très écartés, un corps robuste et fort, et les mains, regardez les mains et les pieds, ils montrent un certain degré d'atrophie. Le corps est couvert de poils. Alors ça, c'est une façon abstraite de montrer la mutation biologique des êtres humains du futur dans l'espace. J'admire beaucoup votre imagination. Tant pis, c'est rejeté. Oui. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine et je ne peux pas juger. Quelle mutation connaîtra notre espèce? Mais j'admire votre imagination en tant qu'écrivain de science-fiction, oui. Mais d'où vient son imagination? D'abord les yeux. Si je me trompe pas, les premiers êtres vivants, ceux vivant dans l'eau, avaient les yeux sur les côtés de la tête.
Oui. Au fur et à mesure de l'évolution, les yeux humains se sont rapprochés pour être sur le même plan. Oui. Pourquoi vous pensez que dans l'espace, les yeux humains retourneront vers les côtés? Expliquez-nous. Monsieur Yang a dit tout à l'heure que dans l'espace, l'unité de calcul est le mètre cube au lieu du mètre carré. C'est un espace tridimensionnel. Pensez au poisson comme il nage dans un espace tridimensionnel, il a besoin d'un angle visuel plus large. Nous les hommes, on vit sur un plan. Quand je tourne, je peux voir ce qui est derrière moi et je peux tout voir. Mais dans l'univers, nous devons voir dans toutes les directions, donc les yeux se déplaceront. Mais pourquoi les yeux ne se déplacent pas vers le sommet de la tête? Mais c'est trop laid, je crois. Et pourquoi on pourrait avoir 4 yeux? Un œil à gauche, un à droite, un en haut, un en bas? En fait, ce que je veux dire, c'est que la question de l'apparence n'est qu'une parmi beaucoup d'incertitudes. En fait, dans l'espace, les dangers et incertitudes sont innombrables. Par exemple, le scientifique britannique Stephen Hawking a dit que quand les êtres humains entreront en contact avec des extraterrestres, l'humanité risquera l'extinction. Malgré toutes ces incertitudes, pourquoi est-ce qu'on continue la construction de stations spatiales et l'exploration spatiale? Parfois, il y a des expériences impossibles à réaliser sur Terre. Donc, on va dans l'espace pour les faire. Il y a par exemple certaines expérimentations sur les semi-conducteurs. Si elles sont faites dans l'espace, cela peut aider à réaliser des puces à la technologie particulièrement avancée. Les pas de l'exploration spatiale ne s'arrêtent pas à l'alunissage ou à la conquête de Mars. L'exploration ne s'arrêtera pas à cause de certaines spéculations à propos des astronautes ou des extraterrestres. Oui. Un de vos collègues a dit qu'un succès ne signifiait pas que cela allait toujours fonctionner. Le lancement auquel vous allez procéder fait face aussi à de nombreuses incertitudes. Eh bien, je voudrais savoir, si jamais vous échouez, comment faire? Est-ce que vous vous êtes mentalement préparé à un échec? Après chacune de nos missions de vol spatial habité, nous disons souvent que tout recommence à zéro. C'est-à-dire que le succès du passé entre dans l'histoire et que nous devons toujours garder notre sang-froid. Dans la conception, le développement et les expérimentations d'engins spatiaux habités, on adhère au principe suivant: tout faire pour le succès de la navette habitée et ne ménager aucun effort. Je viens de parler de plusieurs choses, mais tout tourne autour de cet objectif. Tant que chacun de nous mène à bien son travail, nous serons sûrs de réussir. En ce qui concerne les pannes, nous pensons que, puisque la navette spatiale habitée est une entreprise à haut risque, il y a toujours des dangers. Alors, qu'en est-il de ces risques? Nous cherchons à les trouver au début de la conception et de l'expérimentation. C'est ce que l'on appelle l'identification des risques. Et que se passe-t-il après l'identification de ces risques? C'est le contrôle de ces risques. Avant le lancement de chaque vaisseau, nous devons imaginer beaucoup de types de pannes. Par exemple, si les panneaux ne s'ouvrent pas, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une urgence au niveau de la pression? Ainsi de suite. Il y a tant de pannes possibles qu'on les identifie et catégorise. Pour chaque type, on doit développer des contre-mesures. Ces mesures sont-elles efficaces? On doit vérifier au sol pour confirmer que cette mesure est efficace. Avant le lancement, on rédige un manuel des pannes et des contre-mesures. C'est comme un tas de cartes. Quand une situation se présente, on sort la carte correspondante et on applique la contre-mesure. Et c'est par ces travaux basiques que l'on assure le succès. Merci, Monsieur Yang. Bonjour Monsieur Yang et Monsieur Sa. Je suis Wu Tingying, étudiante en Master Finance à l'Université Jeanne-Min. Nous savons tous que l'exploration spatiale est un secteur à forte intensité de capital, qui entraîne un investissement énorme et comporte un risque élevé. N'est-ce pas une sorte de gaspillage d'argent? Je suis tout à fait disposé à répondre à votre question. Et à ce sujet, je commence par quoi? Par notre stratégie de développement en 3 étapes du vol spatial habité. Je viens de mentionner que la 3e étape du vol spatial habité est la construction de la station spatiale chinoise. Nous allons mener des expériences et des applications scientifiques à grande échelle. Ces activités couvrent de nombreuses disciplines des sciences naturelles et de l'ingénierie.
Et ces disciplines peuvent promouvoir le développement de nos industries. Durant la troisième étape, nous verrons donc l'importance scientifique et les avantages sociaux et économiques de la navette spatiale habitée. Pour le coût des vaisseaux spatiaux, nous savons bien que chaque lancement, chaque développement de vaisseau est pris en charge par l'État et par les contribuables. Il n'y a pas de raison de gaspiller. Alors, comment faire? On fait de notre mieux pour atteindre plusieurs objectifs en une seule mission. Par exemple, il y a quelques années, nous avons réalisé des amarrages, c'est-à-dire ceux de Shenzhou 8, 9 et 10 à Tiangong 1. Pour chaque amarrage, une fois la phase automatique terminée, on sépare encore, puis on fait l'amarrage de nouveau. Pendant une mission, on réalise des amarrages automatiques à plusieurs reprises et on procède aussi à un amarrage manuel par nos astronautes. Ainsi, une mission nous permet de réaliser plusieurs essais. Maintenant, à propos de la dépense, je n'ai pas fait de recherche sur la question du financement, mais une chose est certaine. C'est que nous avons dépensé beaucoup moins d'argent et de temps que les autres pays pour parcourir le même processus de développement. Merci de votre réponse. Oui, c'est vrai. Maintenant, les gens aiment souvent faire le bilan économique. Ils veulent toujours savoir, quand ils font une chose, eh bien, si les retombées valent l'investissement. Et parfois, il faut faire certaines choses, même si vous n'en tirerez aucune récompense directe et rapide, et croire aux retombées futures pour le pays et le peuple, qui sont, c'est vrai, difficiles à évaluer. Ukai. Monsieur Yang et Monsieur Sa, bonjour. Je suis un jeune employé du 3e institut de China Aerospace Science and Technology Corporation. Je suis né et j'ai grandi dans un environnement lié à l'aérospatial, c'est-à-dire que mes parents et mes grands-parents ont tous travaillé dans ce domaine. J'appartiens à la 3e génération des gens de l'aérospatial. Bien. Donc vous travaillez aussi dans ce domaine? Oui, oui, tout à fait. Dans quel département exactement? Dans le département de production, système de fabrication. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 choses. Elles ont joué un rôle important dans mon choix professionnel. La première, c'est cet ouvrage, La cause aérospatiale de la Chine contemporaine. C'est un livre offert par mon grand-père quand j'étais petit. Ce livre est déjà épuisé. Il a été publié en 1984. Vous aviez quel âge quand il vous l'a donné? Je ne m'en souviens plus, j'étais sûrement en primaire. Mon Dieu, laissez-moi regarder. Mon père me donnait seulement des bandes dessinées quand j'étais en primaire. Je crois que vous ne l'avez même pas lu, ce livre. Et il est épuisé. Pour ainsi dire, ce fut un livre initiatique pour moi. Je vous admire beaucoup. La 3e génération de la cause aérospatiale qui est si passionnée pour cette cause. Oui, oui. C'est vraiment un attachement profond. Je viens de feuilleter un peu ce livre. C'est un ouvrage classique. Un livre publié en 1984. C'est un véritable ouvrage épuisé. En parlant de ce livre, je voudrais ajouter quelque chose. 2016 a marqué le 60e anniversaire du début du programme spatial chinois. C'est vrai. Je viens de m'en souvenir. Ouais. Il y a 60 ans, l'ancienne génération d'ingénieurs aérospatiaux qui ne pouvaient compter que sur eux s'est engagée dans un travail acharné. Grâce à leur travail, la Chine a obtenu les 2 bombes et un satellite. À ce moment-là, la force économique du pays était encore faible. Les 2 bombes et un satellite furent un moyen de lutter pour la reconnaissance de la communauté internationale. Et cette génération nous a également laissé beaucoup de traditions précieuses. Je crois que ce livre les mentionne. La valeur essentielle, c'est de compter sur ses propres forces et de travailler avec acharnement. On devrait lire plus de livres de ce genre, car nous ne pouvons pas oublier l'histoire de la cause aérospatiale du pays. Le deuxième, c'est ma mère qui m'a donné ce livre lorsque je venais de commencer à travailler. C'est la biographie de Tian Xuesen. Elle aimerait que je travaille de la même manière que M. Tian, avec des idéaux et des objectifs fermes. Et le troisième, c'est
Ce cadeau, qui est le plus précieux que j'ai reçu, c'est une maquette du vaisseau spatial habité Shenzhou 7. C'est Jai Zhegang qui vient de sortir de la cabine. Wow, il y a Monsieur Jai, Monsieur Jai. Frère semblant. Il a dit, je suis sorti de la cabine et je me sens bien, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si précieux? Parce que c'est un cadeau d'anniversaire offert par ma famille quand j'avais 18 ans. Ils espéraient vraiment que je puisse travailler dans le domaine aérospatial après l'obtention de mon diplôme. Les enfants qui grandissent dans des familles liées à l'aérospatial sont vraiment différents de nous. Regardez, son grand-père lui a offert la cause aérospatiale de la Chine contemporaine. Lorsque nous étions petits, nos parents nous disaient « Sois sage, on t'emmènera au parc et tu feras du manège ». Donc, la famille a joué un rôle vital dans mon choix de carrière actuelle. Est-ce que votre famille a exercé un impact aussi sur votre choix professionnel et sur votre passage à l'âge adulte? On peut dire qu'il y a une influence. J'ai grandi dans une famille d'intellectuels et je fus influencé par mes parents. Mon père est chercheur et ma mère est enseignante. Mes parents m'ont dit que quand les jeunes commencent leur travail, il ne faut pas mépriser les petites choses qui vous sont assignées. C'est seulement en menant à bien les petites choses que l'on peut en faire de grandes choses. Et est-ce que vous avez fait de petites tâches? Mon premier jour de travail, mon supérieur m'a donné un boulot que vous ne pouvez pas imaginer. On devait fabriquer nous-mêmes toutes les clés du bureau et du laboratoire. On les faisait nous-mêmes, sans aller à l'extérieur pour demander de l'aide. Avec une petite lime? Oui. Ensuite, on testait si nos clés pouvaient ouvrir les portes dès le premier essai. Cela dépend des capacités. En fait, on testait nos capacités en matière de travail manuel avec une petite chose. Je pense que notre directeur de l'époque était ingénieux. Au début, j'étais déconcerté. Je ne comprenais pas pourquoi on me demandait de faire une chose pareille. Mais plusieurs années plus tard, j'ai découvert la vérité. Les jeunes qui débutent sont plus à même de commettre une erreur. Pourquoi? Car l'écart entre ce qu'ils imaginaient et la réalité est bien trop grand. Ils pensent que les tâches qu'on leur donne sont trop banales, trop communes, ennuyeuses, sans contenu technique. Mais quelle est la vérité? Vous devez bien faire tout ce qui vous est attribué. J'ai également travaillé sur le triage de composants électroniques en tant qu'assistant. Ces choses, ne les méprisez pas. Tant que vous étudiez correctement, votre connaissance s'accroît. En plus, cette accumulation basique s'avère utile pour mon futur travail, celui de la conception du système général. Vous devez prendre chacune de ces petites tâches comme une expérience professionnelle. Et ces expériences constituent votre richesse. Merci, Monsieur Yang. Du calme, je vais le rendre. Il est très attaché à ce livre. Tant que je l'ai dans les mains, il ne me lâche pas du regard. Quand je me suis rapproché, il a fait ça. Laissez-moi le regarder encore un peu. Allez, conservez-le bien. Vraiment, ce livre témoigne non seulement de l'attachement d'une famille à la cause aérospatiale, mais aussi de la connaissance et de l'attachement de la jeune génération pour cette cause. Oui. Vous, les jeunes, je crois vraiment que dans vos cœurs, vous avez une place pour le vaste univers. Mais vous n'avez peut-être jamais imaginé qu'il y a des gens autour de nous qui ont contribué toute leur vie à cette belle cause. Peut-être qu'à la fin, ce ne sont pas eux qui auront l'opportunité d'aller dans l'espace et voir comment il est. Donc, pour conclure, je veux reprendre un paragraphe de La cause aérospatiale de la Chine contemporaine, publié en 1984. Ce qu'écrit l'auteur demeure pertinent aujourd'hui. Il dit « La Chine est le lieu de naissance des fusées anciennes. Les Chinois ont fait une grande contribution à la civilisation humaine avec notre sagesse ancienne. Aujourd'hui, en tant que grande puissance qui ne cesse de se développer et de devenir plus forte, en voulant assumer sa responsabilité internationale, la Chine doit assumer ses responsabilités et apporter sa propre contribution à l'exploitation et l'utilisation pacifique de l'univers.
Encore une fois, je vous invite à applaudir monsieur le concepteur en chef pour avoir fait un discours merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine pour une nouvelle émission. Et je vous souhaite plein de succès. Merci.